Bonsoir à tous et bienvenue dans Audition publique. Ce lundi 24 janvier 2022 restera dans le souvenir peut-être de beaucoup de Français comme celui de la mise en œuvre du pass vaccinal qui est un coup de pression supplémentaire sur les non-vaccinés avec des conséquences très pratiques, très directes pour eux. C'est aussi aujourd'hui, lundi, que le président est en campagne à la campagne, dans la Creuse, pendant que Valérie Pécresse, sur un autre terrain, avance sa proposition sur les droits de succession. Sujet sensible. Quel électorat vise-t-elle ? Au-delà d'ailleurs, quelle est la meilleure stratégie pour elle pour tenter de gagner le 24 avril et d'abord le 10 d'ailleurs. Nous recevons ce soir un de ses conseillers. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de Meaux en Seine-et-Marne, ancien ministre bien sûr, ancien président de l'UMP et aujourd'hui désormais conseiller spécial de Valérie Pécresse pour la politique de la ville. On en parlera tout à l'heure avec les parlementaires qui vont vous interpeller sur les questions de ghetto urbain. Vous avez l'expérience des hauts et des bas de la vie politique française, ce qui vous donne aujourd'hui aussi un regard affûté sur les forces en présence, la stratégie de votre candidate et ses propositions. On va en parler en particulier avec Yves Tréhard tout à l'heure. Mais pour commencer, vous qui êtes maire depuis longtemps, je voudrais votre avis sur la violence qui s'exerce ces dernières semaines, ces derniers mois, sur les élus. Vous avez sans doute été frappé comme nous sur la scène qui s'est produite à Perpignan, cet élu pro-vaccin, La République En Marche, qui s'appelle Romain Gros, et qui a été interpellé par des dizaines de personnes devant sa permanence. Ça a été violent, verbalement et même physiquement. Il a porté plainte. D'abord, votre réaction. Ensuite, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Est-ce que vous-même, vous êtes menacé, soit par courrier, comme beaucoup, soit même physiquement, ça vous est arrivé ? Oui, malheureusement, les violences contre les élus, c'est pas nouveau. Et à un moment ou un autre, beaucoup d'entre nous avons pu être concernés. Moi, lorsque, il y a quelques années, j'avais porté la loi d'interdiction de la burqa, j'avais été, avec beaucoup de mes collègues députés et sénateurs, l'objet de menaces, parfois assez précises, en fait. Et d'ailleurs, j'ai été l'objet d'une protection rapprochée pendant un certain temps. Ce que je vois aujourd'hui me désole parce que, en réalité, je me rends compte que maintenant la menace, elle est pour tous les sujets, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de banalisation de la menace qui se traduit à la fois par des insultes, mais aussi, on le voit, par des menaces physiques extrêmement nombreuses. Et je trouve que la réponse est très, très, très faible, pour ne pas dire inexistante. Et c'est surtout ça, moi, qui me trouble. C'est-à-dire, je pensais en fait que le gouvernement aurait une réponse beaucoup plus ferme. Quelle pourrait-elle être ? C'est intéressant parce que il y a des élus qui disent on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. D'abord, ça procède d'un état d'esprit général qui est de toujours s'excuser d'être élu ou d'être responsable politique. C'est de ne pas donner le sentiment qu'on pourrait bénéficier de je ne sais quel privilège en étant un peu plus protégé que les autres. Ce qui est absurde. D'abord parce que quand on est un responsable politique, on ne vit pas comme les autres. Je suis désolé de mettre les pieds dans le plat, mais ayant un peu de recul par rapport à tout ça, on ne vit pas comme les autres parce que d'abord, on est plus exposé que d'autres à travers les positions qu'on peut prendre, la vie quotidienne. On peut être une cible à certains égards, notamment quand on défend des positions un peu difficiles. Donc, l'absence de réponse du gouvernement en dehors des cris d'indignation, je pense que ça, c'est plus possible. Et il faut une réponse beaucoup plus ferme, beaucoup plus organisée, avec des moyens. Je vous présente Brigitte Boucher, que vous connaissez, Tam Tranoui, respectivement, qui représente LCP Public Sénat. Mais juste un mot encore. Dans le fond, c'est vrai que depuis des années, les élus donnent des bâtons pour se faire battre, mais renvoient cette image de privilégiés. D'ailleurs, ils ont réduit leurs émoluments sous la pression. Ça servait d'ailleurs à rien, puisqu'on pense toujours autant qu'ils sont privilégiés. Bon, mais alors, encore une fois, donnez-moi une solution. Vous seriez aux manettes, vous seriez au pouvoir. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous n'avez pas protégé tous les élus ? Sur les violences ? Oui, sur les violences. En réalité, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut faire tout de suite. La première, c'est qu'il faut des forces d'intervention beaucoup plus rapides. Et ça, c'est le rôle des polices municipales armées. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait beaucoup plus dans les villes pour qu'elles puissent, grâce aux caméras de vidéosurveillance, intervenir beaucoup plus rapidement. Et typiquement, sur une scène comme celle-là, il est évident que si vous avez des forces organisées de police municipale qui peuvent intervenir de manière très mobile, ça change tout. Bon, or là, on voit bien que la scène se déroule sans qu'il y ait à aucun moment une intervention de police. Et deuxièmement, il faut que les sanctions soient beaucoup plus lourdes. Et donc des réponses judiciaires, c'est-à-dire plus importantes, avec des circonstances aggravantes pour les élus. Évidemment qu'il faut des circonstances aggravantes. Je rappelle que les élus, pour certains d'entre eux, dans leurs fonctions, sont officiers de police judiciaire. Donc il est incroyable que l'on n'applique pas à leur endroit des règles qui ont trait à l'insulte à autorité publique. Et je pense que ne faisant pas cela, on banalise la fonction politique.
C'est avec d'autres mesures d'ailleurs qui dissuadent beaucoup de nos concitoyens de s'engager en politique. Et vous nous l'avez dit, vous trouvez que c'est sous-traité par le gouvernement actuel, comme s'il ne prenait pas la mesure de ce que représente l'intérêt pour la démocratie de défendre les élus. Je vais vous dire, je pense qu'il prend la mesure, mais qu'il n'ose pas y aller. Brigitte Boucher, Tam Tranmoui, on commence par les questions d'actu. Et je le disais, aujourd'hui, 24 janvier, il se passe quelque chose. Et oui, c'est l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Question très simple, est-ce que pour vous, c'est utile ? C'est pas que c'est utile, c'est indispensable. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt, en réalité. À partir du moment où les études scientifiques ont montré de manière extrêmement claire que la vulnérabilité était très forte pour celles et ceux de nos compatriotes qui n'étaient pas vaccinés, il fallait évidemment en assumer les conséquences politiques. Or, on a beaucoup traîné dans ce domaine. On a beaucoup traîné, notamment avec la droite qui s'est divisée au Parlement. Tout le monde n'est pas de votre avis dans votre camp. Moi, je veux bien, mais c'est énorme cette histoire de droite. Moi, je veux bien que... je ne comprends d'ailleurs même pas que cette ficelle énorme ait pu fonctionner. Les trois tiers en première lecture. C'est pas ça. Mais attendez, je rappelle... Le coup du rideau, qu'est-ce que vous nous parlez ? Je rappelle un espèce de détail qui ne peut pas vous avoir échappé, surtout ici à la chaîne parlementaire, c'est qu'il y a une majorité. Normalement, la majorité n'a pas du tout besoin de l'opposition pour voter ces textes. Certes. Et c'est d'autant plus éclairant que la majorité n'a jamais, depuis le début de ce quinquennat, accepté le moindre amendement de la droite sur rien. C'est-à-dire, genre, il suffit que ça vienne de la droite pour qu'on ne prenne pas, même si c'est du bon sens. Et tout d'un coup, sur ce sujet, parce que les députés En Marche n'étaient pas dans l'hémicycle, genre, ils ne voulaient pas trop non plus être vus en train de voter ça, ils n'assumaient pas beaucoup, c'est devenu de la faute de la droite. Donc c'est cette espèce de grande blague. Enfin, dans cette affaire, la première responsabilité, c'est la majorité qui n'a pas assumé pour aller voter. Aussi pour retarder l'application de ce pass vaccinal. Et maintenant, vous nous dites, ça arrive trop tard. Non, mais moi, c'est pas un peu paradoxal. À titre personnel, comme vous le savez, je ne suis plus député, puisque dans les géniales idées pour renforcer la modernité de la démocratie, on a interdit aux maires d'être députés. Bon, et comme il était hors de question pour moi de renoncer à mon mandat de maire de Meaux, par égard pour mes administrés et puis par passion pour ce mandat, j'ai donc abandonné l'Assemblée nationale. Bon, comme beaucoup d'autres. Moyennant quoi, cette Assemblée nationale, vous n'allez pas en plus maintenant me dire que c'est de ma faute, ce serait quand même un comble. Moi, cette idée. Mais... J'enrage de temps en temps en me disant, mais comment est-ce que mes amis ne sont pas plus cohérents dans leur solidité sur des sujets comme cela ? Mais bon, après tout, voilà, c'est ainsi. Les temps ont changé. Vous savez, moi, je parle d'un temps où les chanteurs avaient de la voix. Ça a beaucoup changé. Et vous aviez la main sur le groupe, peut-être. Je le présidais. Vous cachez comme je le présidais, c'est sûr que ça pouvait aider. C'est plus simple de rendre tout simplement la vaccination obligatoire. Jean-François Copé, on vous entend, vous êtes très, très clairement en faveur de la vaccination. C'était pas plus simple ? Écoutez, en tout cas, moi, le pass vaccinal, c'est une obligation de facto. Et elle serait venue plus tôt, je pense que ça aurait été mieux. Moi, je préside l'hôpital de Meaux. Jossigny-Coulommiers. On a regroupé, on a un des plus grands ensembles hospitaliers d'Île-de-France, hors AP-HP. 90% des personnes en réanimation aujourd'hui sont soit non vaccinées, soit avec un schéma vaccinal incomplet. Les 10% restants, c'est plutôt du fait qu'ils sont immunodéprimés. Quand vous voyez ça, vous vous dites, est-ce qu'il y a encore de la place pour le débat quand même, Donc vous ne répondez pas à ma question sur l'obligation vaccinale. À partir du moment où... favorable. Non mais je pense que ça posait un certain nombre de problèmes juridiques sur lesquels il y avait lieu de ne pas prendre de risques. Mais à partir du moment où vous avez un pass vaccinal qui empêche les gens non vaccinés d'être trop exposés aux autres, vous réglez l'essentiel des problèmes. Alors le pass vaccinal, il est en vigueur jusqu'au 31 juillet. On voit bien que là, ça commence à refluer, notamment dans les réanimations. Est-ce que vous pensez qu'il faut envisager de pouvoir lever ce pass vaccinal avant cette date-là ? Par exemple, au moment de la levée de certaines restrictions, on parle des 2 et 16 février. Moi, je sais, on verra. Il faut être très pragmatique. Moi, mon seul regret, c'est que je trouve quand même que ça cafouille beaucoup depuis le 1er janvier. C'est-à-dire, j'ai trouvé qu'en d'autres moments, le gouvernement avait à peu près trouvé le bon équilibre. Et là, je le vois en tant que maire sur le terrain, les ordres et les contre-ordres, la complexité des consignes, l'histoire, par exemple, de savoir si à l'âge de 16 ans, on doit avoir un pass vaccinal complet à partir d'aujourd'hui ou pas, alors qu'avant, on n'avait pas prévenu, fait qu'un certain nombre d'adolescents et de leurs parents sont un peu en panique. Le tout dans une ambiance où l'école s'est vue imposer des restrictions extraordinairement lourdes, sans véritable... C'est un manque d'anticipation ou c'est dû à un variant auquel il faut s'adapter? Moi, je pense que Valérie Pécresse, elle avait raison quand elle a dit qu'il fallait décaler d'une semaine la rentrée scolaire. On l'a tous vu sur le terrain, ça a été vraiment très compliqué. Ça aurait servi à quoi? Parce que Omicron, à mieux organiser. Il n'a pas décalé sa rentrée, lui. Non, mais Elisabeth Martichoux, ça permettait de mieux gérer l'organisation pratique. Vous savez, il y a une chose qu'il faut quand même, j'espère qu'on rendra ce petit hommage le moment venu aux maires.
de France. Parce que ce que personne n'a dit, c'est que ceux qui, sur le terrain, ont géré la crise sanitaire, c'est les maires. Trouver des masques quand il n'y en avait pas, organiser des centres de tests quand il n'y en avait pas, organiser les centres de vaccination massifs, tout ça, c'est fait à l'initiative des maires et des communes présidents d'agglomération. Que le gouvernement en tire je ne sais quelle gloire, c'est son histoire, mais il ne mesure pas combien les ordres et contre-ordres, ça nous a rendus fous. Parce qu'on n'arrive plus par moment à savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire aux chefs d'établissement scolaire, ce qu'on doit dire aux médecins, ce qu'on doit dire dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, ce qu'on doit dire aux citoyens, aux enfants, aux Alors parents. justement, aux citoyens, dans les meetings politiques, le Conseil constitutionnel a censuré le fait qu'on exige un pass sanitaire. Et ça venait de chez vous d'ailleurs, c'était un amendement des Républicains. Vous trouvez ça normal qu'on entrave la démocratie finalement? J'ai pas compris pourquoi. Enfin, je respecte, moi je commande jamais décision de justice, mais j'ai pas bien compris en fait pourquoi est-ce qu'on considérait que les réunions politiques, on n'avait pas besoin de passe vaccinal au motif que c'était pas les mêmes, y compris les réunions religieuses. Oui, mais d'accord, et les réunions religieuses aussi, mais qu'est-ce qui empêche? Enfin, on sait contrôler les passes vaccinaux dans tous les lieux publics. Je pense que c'était tout à fait faisable. Donc, j'ai pas compris cette dérogation. Mais bon, encore une fois, je la respecte. Mais chez vous, c'était pas un amendement qui était très politique, justement, pour apparaître raisonnable dans la gestion de cette crise? En tout cas, moi, je suis dans cette affaire pour le raisonnable. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, vous souhaiteriez que contrôle les vaccins, qu'on demande les le pass vaccinations. sanitaire Voilà. à l'entrée d'un meeting des Républicains? Oui, enfin, moi, j'étais assez en phase. Mais enfin, bon, écoutez, après, chacun décidera ce qu'il entend faire. Vous venez de parler de l'école à l'instant, et notamment de ce que voulait faire Valérie Pécresse. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en désaccord avec la stratégie de l'école ouverte de Jean-Michel Blanquer? Sur quel point? Vous avez parlé du report de la rentrée d'une semaine. Oui, Est-ce que Vous fermez êtes l'école début janvier. Voilà. Moi, je pense qu'il faut être très, très pragmatique et très réactif. Et il faut toujours avoir en tête comment est-ce que sur le terrain, les gens vont faire. Vous savez, moi, je crois beaucoup à cette idée que quand on est à Paris, et Dieu sait si j'ai exercé des responsabilités gouvernementales, c'est toujours de se dire, attends, je prends cette décision, comment ils vont faire pour l'appliquer sur le terrain? Et ce qui, moi, m'a gêné un peu, c'est cette espèce d'ambiance un peu doctrinaire, notamment un match complexe entre M. Blanquer et M. Véran, où on voyait bien que le ministre de l'Éducation était complètement coincé par les instructions du ministre de la Santé, sauf que derrière, comment on gère sur le terrain, dans nos écoles, avec les directeurs d'école, avec les professeurs, avec les parents, ça a été horriblement compliqué. Je pense vraiment qu'une semaine de plus pour organiser ça, quitte à prolonger d'une semaine l'année scolaire, il n'y a pas de drame, on a beaucoup de vacances scolaires. D'un point de vue pragmatique et pratique, de régler les choses. pour les parents, c'était pas facile non plus. Si vous fermiez les écoles la première semaine de rentrée, effectivement, on peut aussi se mettre à la place des parents. Mais bien sûr, mais sauf qu'on n'est pas dans un univers parfait, on gère une crise sanitaire et je crois que tout le monde l'aurait compris. Donc, est-ce que vous comprenez le mécontentement des enseignants, justement, face à cette rentrée très compliquée? Est-ce que vous... oui, là, franchement, vous m'entendrez pas souvent le dire de manière systématique, parce que des fois, je trouve quand même que les professeurs, parfois, exagèrent un petit peu, on va le dire très gentiment. Mais là, je suis obligé de dire qu'ils avaient un peu raison quand même. Parce que... Vous soutenez la grève? Vous soutenez la grève de jeudi? Non, parce que ça nous intéresse, accessoirement. Non, stop. Vous les soutenez pas jusque-là? Je dis juste que je comprends la panique ambiante la semaine de la rentrée. Je l'ai moi-même partagé avec un certain nombre de responsables de nos écoles qui disaient mais comment on fait? Bon, après, non, de grâce. La question vous pose, Tam, c'est celle-là. La grève, ça soutenez. n'arrange rien, ça bloque tout. Et dans ce moment précis, on a besoin que tout le monde soit à son poste. Et un mot quand même, est-ce que ça vous a choqué, vous, d'apprendre que Jean-Michel Blanquer était à Ibiza au moment où il a annoncé son premier protocole sanitaire? Ça m'a rajeuni. Je vous jure, ça m'a rappelé que vraiment, quand on est ministre, qu'est-ce qu'on prend comme coup pour pas grand-chose. Franchement, Dieu sait. Mais non, mais justifié. Écoutez, je suis en campagne aux côtés de Valérie Pécresse. La logique voudrait donc que, comme tout le monde, étant pas de son bord, j'en dise le plus grand mal. Bon, je ne vais pas le faire parce que je trouve que tout ça est excessif et qu'il y en a assez de ne pas se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Vous le ménagez un peu quand même, Jean-Michel Blanquer. Mais non, mais c'est pas parce que c'est Jean-Michel Blanquer ou Dupont ou Durand ou je ne sais qui. Je pense qu'il faut essayer, quand on peut, quand on a un peu vieilli, de prendre un tout petit peu de recul. Vous savez, vous avez devant vous quelqu'un qui faisait quand même, en tant que porte-parole du gouvernement, une bonne 50aine d'émissions par semaine, où de manière extrêmement tranchée, j'avais un avis définitif sur tout. N'étant plus porte-parole du gouvernement, ayant un peu de recul, je suis plutôt de ceux qui pensent que les Français, à cette époque de notre vie, ont un peu besoin de nuances. Et c'est pour ça que c'est intéressant de vous recevoir, parce qu'effectivement, vous savez parfois sortir des éléments de langage.
Ah bah, il Je y a sais si vous longtemps. les aviez portés. Non, mais Brigitte je l'ai Boucher. écrit. Je l'avais même Brigitte écrit. Boucher. On va Alors. parler pouvoir d'achat. Il y a le prix des carburants qui atteint des sommets, des records historiques. Et Thierry Breton, commissaire européen, vante l'intérêt des aides apportées au moins jusqu'à l'été. Il dit qu'il faut, pourquoi pas, les renouveler. Bruno Le Maire y réfléchit aussi. Est-ce que pour vous, il faut un nouveau chèque carburant, de nouvelles aides pour les Français? C'est-à-dire, ça dépend en gros ce qu'on veut pour notre pays demain. Il y a un moment où il faut qu'on arrive à faire la part des choses entre ce qui relève des dépenses d'urgence sur lesquelles il faut absolument aider les Français, et là on a une urgence sur les carburants, et puis ensuite quand même commencer à préparer l'avenir. Moi ce qui me gêne beaucoup, c'est que cette période-là depuis un an, est une période durant laquelle Emmanuel Macron a clairement lâché toutes les vannes. Et donc on a beaucoup de mal à savoir ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Alors évidemment, maintenant c'est le carburant, mais je rappelle qu'avant le carburant, on a eu un certain nombre d'autres cadeaux qui sont arrivés tous les jours. Pour le coup, là, il y a une vraie urgence. Alors voilà, donc il faut faire... Oui, mais la hausse des je suis obligé de carburants vous dire devrait qu'il faut aller quand même- jusqu'à l'été. Est-ce qu'il faut un nouveau chèque, très concrètement? La chose, c'est que moi, je suis un peu réservé quand même sur cette histoire de chèque, parce qu'il y a déjà eu un premier chèque de 100 € pour ceux de nos compatriotes qui sont les plus modestes, qui en vérité, ne réglera pas du tout le problème. Justement. Qui ne le ouais, c'est regrette pas que de manière suffisant. extrêmement ponctuelle. Je pense que notre sujet, il est beaucoup plus grave. Il est de savoir comment on va réussir à tenir le choc énergétique en termes de prix auquel nous sommes confrontés, lié, à l'épidémie, 2, quand même à la reprise de l'activité et donc des commandes, et 3, il faut bien le dire, à la spéculation quand même. Mais dans cette Parce que quand attente, vous voyez dans cette le attente, niveau du prix des hydrocarbures, gaz et pétrole, et que vous vous dites que pendant ce temps-là, à force d'avoir reculé sur tout, nous avons réduit notre indépendance énergétique en matière nucléaire, on se dit qu'on a quand même à un moment besoin d'un petit rendez-vous de cohérence. Parce que si on continue comme ça, on n'aura vraiment plus que nos yeux pour pleurer. À court Et c'est terme, pas le chèque de 100 € qui va régler le problème des on dit aux Français. Français d'acheter des voitures électriques et les prix flambent aussi. Donc, D'une il y a part, un et puis en problème de plus, on cohérence. s'inquiète sur la technologie en question, puisqu'on n'est pas encore au point du point de vue de l'autonomie, et que l'hydrogène arrive et qu'on n'aura peut-être plus besoin des voitures Alors vous électriques. dites, il faut penser un peu loin, mais à court terme, j'ai pas la réponse. À court terme, il y aura probablement un rendez-vous de fiscalité, ça va se terminer comme ça. Il va falloir baisser la fiscalité des carburants. J'ai entendu. Et Valérie Vous avez Pécresse baissé a la dit TVA sur les que carburants, c'était pas Valérie Pécresse, possible. Soit la dit que ça coûte TVA, très cher. Ouais. Mais bien sûr que ça coûte très cher, mais de toute façon, il ne faut pas se raconter des histoires. Aujourd'hui, d'abord, la fiscalité est la part la plus importante du prix que l'on paye, que ce soit au kilowattheure ou au litre d'essence à la pompe. Mais enfin, au-delà de ça, on voit bien qu'on a un drame terrible qui est que nous sommes confrontés à un problème avec le niveau de fiscalité qui fait qu'on est bloqué de partout. C'est ce qui arrive dans les pays qui dépensent sans compter. Hein. Donc vous L'Allemagne n'a dites, pas ce problème-là. on baisse la TVA. Pourquoi Soit pas la TVA, soit la TIPP, mais il va falloir qu'on fasse un arbitrage. Et cet arbitrage, on ne pourra pas y échapper. Tam. Oui, Valérie Pécresse annonce un choc de transmission. On va parler droits de succession. Elle veut supprimer les droits de succession pour 95% des Français. Finalement, ça ne va pas concerner grand monde, puisqu'aujourd'hui, avec l'abattement de 100 000 €, déjà 85% des Français sont exemptés. Est-ce qu'on n'est pas loin du choc quand même ? Moi, je suis très favorable, et donc je fais partie de ceux qui ont vivement recommandé de mettre cette question sur la table, d'avoir avec les Français un message très très clair sur la fiscalité du patrimoine, parce que on est un pays surfiscalisé dans tous les domaines, et que je pense que quand on a payé des impôts toute sa vie sur ce qu'on a gagné, pouvoir avoir une vraie exonération de transmission de son patrimoine, je trouve que dans une république moderne, c'est la moindre des choses. Donc, il y a derrière ça un message. C'est pas un choc. Écoutez, 95%. Moi, je sais qu'on passe son temps à décortiquer les trucs. Ça n'existe pas. Ça existe jusqu'à présent, ça n'existait pas. Bon, donc on est en train de train de monter la barre d'accès à l'exonération totale. Et moi, je pense à terme que la question de faciliter au maximum succession et donation est essentielle. Mais c'est pas la candidate des riches ? Ça, c'est ce qu'on dit quand on veut rien faire. Mais j'adore cette Non, mais histoire. parce que ça concerne aussi, quand même si une je peux- frange mais- très minime de la mais ça population, aussi, non moi, j'ai l'impression, on a ça à chaque fois. À chaque fois qu'un candidat de droite ou une candidate a le malheur de proposer une baisse d'impôt et que cette baisse d'impôt ne concerne pas la partie des déciles de l'impôt sur le revenu les plus bas, il se fait pulvériser sur le thème, c'est le candidat des milliardaires et des riches. C'est absurde. Quand va-t-on dire que chaque Français est important, qu'on a besoin de tous, et que c'est parce qu'il y a des Français qui ont plus gagné que d'autres, et qui donc payent plus d'impôts que les autres... Vous allez venir à la théorie du ruissellement, là, dans pas longtemps.
mais qu'on appelle ça le ruissellement, la courbe de Leffler, avant cela, on connaît tout ça par cœur. Et moi, qu'on soit encore à ces débats-là, avec un des pays les plus redistributifs du monde, c'est ça qui, moi, me désole. C'est un sujet passionnant parce qu'il y a un sentiment d'appauvrissement des Français, alors même qu'effectivement, par la redistribution, on divise par 3 les inégalités de départ des revenus et de patrimoine. Donc, on ne peut pas entrer dans ce débat maintenant. Mais c'est juste un mot, parce que ça vaut la peine quand même de dire ça. Mais c'est intéressant. Non, on appauvrit aussi les Français par l'impôt. Il y a quelque chose qu'on ne veut jamais dire. C'est qu'à partir du moment où vous avez un pays qui fait payer autant d'impôts à ses citoyens, sans jamais discerner ce qui relève de la dépense publique utile, et notamment notre système social, notre système de santé, et qu'on ne fait aucun discernement, mais forcément, on a un pays qui souffre de son pouvoir d'achat. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et notamment au niveau des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. En tout cas, vous assumez, c'est ce que vous dites, complètement cette mesure, même si elle concerne très peu de Français. Une dernière question. Mais il y a aussi des mesures qui concernent beaucoup de Français dans ce que propose Valérie Pécresse. Je pense en particulier à l'augmentation du salaire direct pour les plus bas salaires. Et là, pour le coup, ça en concerne énormément. Et c'est comme ça qu'on fait un grand pays, en pensant à tout le monde. Justement. Un mot de sécurité, c'est un des sujets qui vous préoccupe beaucoup. Valérie Pécresse propose la mise en place de brigades coup de poing avec l'armée. Est-ce que c'est pas qu'un slogan? L'armée, elle n'est pas vraiment d'accord pour ça. En tout cas, c'est pas ça à soi tout seul qui résume la doctrine de sécurité et d'emploi des forces. L'une des mesures clés qui est annoncée dès le début de la campagne, d'ailleurs, par Valérie Pécresse au lendemain de son élection à la primaire de la droite, c'est de dire Valérie Pécresse transférera compétence obligatoire pour toutes les communes de plus de 5000 habitants pour avoir une police municipale armée et des caméras de vidéosurveillance. Ça va être la base du rétablissement de la sécurité. Partout où les villes l'ont mise en place, elles ont des résultats qui sont spectaculaires. Je peux en témoigner à mot. Nous avons accru notre taux d'élucidation qui est de l'ordre de 53%. Il est en moyenne nationale de 22%, grâce aux caméras. Et on a diminué la délinquance par 2. C'est ces forces locales qui sont le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'avoir des équipes de choc pour être capable d'intervenir quand vous avez des bandes qui sont trop nombreuses et que les policiers municipaux ne sont pas assez nombreux pour y arriver et qu'on est sur autre chose. Une toute dernière question qui nous intéresse avec une proposition de Zemmour ce week-end. Oui, celle d'Éric Zemmour qui propose un droit de défense excusable pour les commerçants braqués qui irait au-delà de la légitime défense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je pense que la question de la légitime défense, en réalité, relève maintenant de l'application par les juges. Parce qu'en fait, c'est l'appréciation du juge, sur la base d'une enquête judiciaire, qui permet très précisément de mesurer les choses. Il faut faire très attention si on va au-delà. Mais qui a la violence légitime ? Oui, mais il va trop loin. Il va trop loin. Mais bien sûr, si on va au-delà, on rentre dans autre chose. Or, moi, j'ai écouté un certain nombre d'extraits de ce qu'il a raconté à Cannes, samedi en meeting, dans 4000 personnes, dans une atmosphère qui est assez préoccupante, parce que c'est un appel dans chaque phrase à l'attention et à l'agressivité. Et je vois derrière tout cela la mise à bas d'une bonne partie de ce qui fait les forces d'une grande république. Et je retrouve exactement les discours. La République est menacée dans la façon dont il chauffe la salle et avec ses slogans. Mais c'est tous les ressorts même de l'extrême droite. La vérité, c'est que si on connaît un peu son histoire politique, il prétend la connaître, il y en a d'autres qui peuvent avoir fait les mêmes études que lui. Enfin, moi, au RPR, j'ai jamais entendu, qu'on faisait l'éloge de Pétain. Bon, il y a un moment, il faut arrêter toutes ces bêtises. On a en face de nous quelqu'un qui a repris la totalité des ressorts de l'extrême droite française. Le bouc émissaire, c'était mieux avant. Le grand remplacement, vous avez tout ça dans Charles Maurras, dans Léon Daudet, dans des penseurs d'une autre époque et qui ont construit et nourri, c'était la fin du 19e, toutes les idéologies extrémistes d'extrême droite du 20e siècle. Bon, alors ils s'en réclament, mais il faut qu'on soit là aussi pour dire que c'est pas du tout notre idée de l'état de droit et aussi de ne pas notre idée de l'autorité. Car je considère que la République, elle est capable d'assumer l'autorité, ce que d'ailleurs Valérie Pécresse fera si elle est élue présidente de la République, sans rentrer dans le n'importe quoi pour se faire applaudir avec n'importe quel slogan. Ça, c'est dit. Merci beaucoup Brigitte et Tam. Dans un instant, c'est Yves Tréhard qui va poursuivre sur le justement terrain politique. Mais Vincent Roux, on vous retrouve, vous êtes en direct du Figaro Live pour poser une première question. Elle intéresse les lecteurs du Figaro. Quelle est-elle ? Bonsoir Elisabeth, bonsoir Jean-François Copé. La question, elle est simple. Est-ce que quand Nicolas Sarkozy va venir soutenir explicitement Valérie Pécresse ?
Vous êtes sûr que c'est à moi qu'il faut poser la question? C'est plutôt à lui, en l'occurrence. Est-ce que vous avez des informations? Alors, d'abord, non, ça, j'ai vraiment zéro info. Et après, est-ce que vous le souhaitez? c'est-à-dire, oui, la logique voudrait que, même si je peux le dire comme ça, qu'il l'eût fait dès la victoire de Valérie à la primaire. 4 décembre. On pouvait penser que ce serait immédiat. Bon. Après, peut-être qu'il y a derrière tout ça une réflexion psychologique à avoir. C'est peut-être pas forcément évident pour quelqu'un qui a eu son histoire et son parcours de se retrouver dans quelqu'un à droite qui lui succède. C'est pas peut-être que psychologiquement, c'est peut-être pas facile à vivre. Bon. Peut-être, je dis ça, je me pose la question. Peut-être aussi de se dire que ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron serait battu. Si Emmanuel Macron est battu, ça fait un deuxième ancien président de la République. Enfin, vous savez, tout ça, enfin deuxième, troisième, parce qu'il y a aussi François Hollande, et je crois qu'il veut devenir président, lui. Ouais. Donc ça va réduire le nombre. Enfin, tout ça est un sujet de méditation qui, à mon avis, dépasse la politique et Vincent. relève de la psychologie. Voilà. Est-ce Mais que quand je Vincent, vous écoute, Jean-François Copé, j'ai l'impression que vous tenez pas tant que ça au soutien de Nicolas Si, Sarkozy. d'ailleurs, je vous l'ai dit tout de suite, je trouve Mais est-ce qu'il qu'il serait aurait été utile fort bien. Coup des lèvres. Il aurait été fort bien qu'il puisse la soutenir même dès son élection à la primaire. est-ce qu'il apporte Et des c'est- électeurs à Valérie Pécresse? Je vous souffle la question, Vincent. Bah, Merci. écoutez, j'espère quand même. Écoutez, il a. Non, mais vous Bon, croyez écoutez, ou pas? J'espère. Il a Vous le été. pensez? Bah, j'espère. Enfin, je sais pas. J'ai pas fait d'études sur le sujet. Je suis pas sondeur. Mais enfin, j'ose l'imaginer quand même. Oui. Ouais, elle est bizarre votre question là. Pour le coup. Merci beaucoup, C'est Vincent. votre À tout à réponse. l'heure. C'est votre réponse qui l'intrigue. En tout cas, merci à vous, Vincent. À tout à l'heure. Et je vous laisse entre les mains de Yves, Jean-François. Bonsoir Elisabeth, Copé. bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Alors, je vous fais état d'un sondage LCI qui a été réalisé par l'IFOP pour aujourd'hui d'ailleurs, et qui montre que en intention de vote, le président de la République sortant, qui n'est pas encore candidat officiellement, est à 24,5%, Madame Le Pen à 18% et Madame Pécresse à 16,5%. Tout ça pour dire qu'on n'a pas l'impression que ça décolle chez Madame Pécresse. Et la plupart des sondages la mettent derrière Madame Le Pen. Vous n'êtes pas un peu inquiet? Alors, d'abord, il faut se détendre avec tout ça. Vous savez, moi, je suis chiracien d'origine. Donc, moi, les histoires de sondage du mois de janvier, mais alors vraiment, il faut être très, 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 très détendu. Le mois de janvier, c'est toujours le mois des favoris sortants. Voilà. Donc, c'est le mois de Macron. Il faut être très, très calme avec ça. Il y a zéro surprise. Deuxièmement, en réalité, il y a incontestablement un match qui va se jouer, ça c'est sûr, pour la deuxième place, on en est tous bien conscients, mais quand même, quand le mois de février va arriver et qu'on va commencer à rentrer dans le dur, on va inviter quand même les Françaises et les Français à se poser une question toute simple. Pour le second tour, est-ce qu'ils ont vraiment envie qu'il soit joué en gros, dès le soir du premier, avec une finale, énième finale, Macron-Le Pen. Bon, si on veut un vrai débat, parce que la vraie présidentielle, excusez-moi de le dire, et c'est en aucun cas désobligeant à l'égard des autres candidats, mais la vraie présidentielle, elle se joue entre le premier et le deuxième tour, parce que là, on met les Françaises et les Français devant leurs responsabilités, ils doivent choisir entre deux candidats. Je fais observer que la dernière fois, ce n'était pas le cas, parce qu'en 2017, Macron-Le Pen, écoutez, il y a toujours des gars qui ont dit « Ah bah non, nous on va s'abstenir, ah bah nous on fait la tête, ah bah nous on va voter Le Pen », mais enfin globalement, tout le monde savait que Emmanuel Macron gagnerait. Bon, là, si on veut se retaper ça, ça veut dire qu'on refait Macron-Le Pen. Bon, donc cet argument, il est très important. Deuxième élément, le mois de février sera capital, parce que c'est le moment où Valérie Pécresse fera, et c'est un rituel de la Ve République, un grand meeting avec un grand discours. En région parisienne ou en province? J'en sais rien, c'est elle qui va le décider, mais en tout cas, ce sera mi-février, et ce sera le moment où elle va interpeller les Françaises et les Français, et c'est là que la campagne va commencer. Ce sera la porte de Versailles de Valérie Pécresse. Voilà. Peut-être que ce sera là, d'ailleurs. Exactement. On ne sait pas. Exactement. Mais c'est à ce moment-là que ça se cristallise. Ah oui, là que ça se oui, passe. bien sûr. Ça s'était passé bien au mois de sûr. janvier, d'ailleurs, pour Nicolas Sarkozy en 2017. Oui, absolument. Mais vous savez que la configuration était différente, parce que Jacques Chirac n'était pas candidat à sa succession. C'est vrai. Alors, vous écoutez les observateurs, les commentateurs, ils n'ont pas toujours bien raison, mais il y a une petite musique qui circule. Il manque quelque chose à Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui lui manque pour que ça match? Pardon pour ce Non, terme. Pas du tout, j'adore le terme, c'est pas ça. C'est que si jamais, par un incroyable hasard, Valérie Pécresse est élue
président de la République. Oui, Ce que je crois... faudra pas me ressortir. Ce que je crois et ce que je pense. Vous allez voir qu'on va lui retrouver un nombre d'actes fondateurs dans sa campagne inimaginable. Ouais. Bon, parce que la victoire a son père et la défaite est orpheline. Bon, et je suis certain qu'un certain nombre auront dit « mais je vous l'avais bien dit, mais je le sentais ». Mais je... Non, il a la modestie, Yves Tréhard, de ne pas s'approprier des victoires qu'il n'a pas annoncées. Jamais je ne me permettrais de le dire si je le pensais pour vous, donc soyez tout à fait à l'aise. Mais la vérité, elle est là. C'est que une campagne, c'est une alchimie. On ne sait jamais à quel moment ça se crée. Je ne sais même pas vous dire quelle sera l'idée ou les 2-3 idées qui vont être retenues comme étant les idées clés. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ce sera sur la sécurité lorsque elle évoque l'idée de dire, et les quartiers, lorsqu'elle dit, et je crois beaucoup à ça, je m'engage, a-t-elle dit, à ce que dans les 10 ans qui viennent, on ait réglé le problème des quartiers sensibles, ouais. qui est un sujet majeur sur lequel il y a un mode d'emploi. Avec un certain nombre de mes collègues, nous avons vu que ça marchait. Vous venez d'en parler. Les caméras, les polices municipales armées. Oui, et puis casser les tours pour mettre des immeubles de 4 étages, On va en etc. parler tout à l'heure. On va en parler, bien. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi sa mesure sur le pouvoir d'achat. Il y a une mesure assez puissante sur l'augmentation du salaire direct, plus le rachat des RTT. Il y a autour de ça un paquet qui peut être très intéressant. Ce sera peut-être encore autre chose. D'accord. La campagne ne fait que commencer. Néanmoins, j'ai une remarque objective pour le coup à faire. Quand j'écoute Madame Pécresse, je l'entends beaucoup critiquer, et même sévèrement le président de la République sortant, mais je me dis, ses concurrents directs, ils sont ailleurs. Vous l'avez C'est dit, d'ailleurs, Madame Le Pen et c'est Monsieur Zemmour. Plutôt Madame Le Pen d'ailleurs pour le moment. Est-ce que, alors qu'elle n'en dit pas grand-chose d'eux, pourquoi elle ne s'en prend pas davantage à leur programme, alors que vous, tout à l'heure, vous avez fait une démonstration très nette et claire sur ce sont des propos d'extrême droite qui sont tenus par Éric Zemmour. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute, mais c'est parce qu'en fait, cette campagne... qui est de ce point de vue est très, très intéressante. En fait, l'enjeu, c'est pas l'extrême droite. Nous jouons avec non plus deux forces, comme autrefois, la gauche contre la droite, etc. Aujourd'hui, on a 4 forces. 2 extrémistes, extrême gauche, extrême droite, avec Mélenchon d'un côté et Le Pen, Zemmour de l'autre, et la droite de gouvernement et le centre-gauche de gouvernement. Voilà, pour aller vite. Bien. En réalité, pour nous, l'enjeu, c'est que les électeurs de droite qui ont voté Macron en 2017, de guerre lasse pour toute une série de raisons, veuillent bien prendre la mesure de l'échec de Macron, notamment, à réformer ce pays, car il n'a pas réformé ce pays, c'est un grand rendez-vous manqué, et se disent finalement, c'est probablement Valérie Pécresse qui va le faire. Donc cet enjeu-là, il est d'autant plus important que finalement, vis-à-vis de l'extrême droite, le message que nous adressons, il est clair. On va traiter les problèmes d'autorité, parce qu'il y a une autorité défaillante, on va s'occuper du régalien. Mais en même temps, il faut qu'on dise aux électeurs de droite qui ont voté Macron, on sera au rendez-vous du progrès économique, social, numérique, environnemental, scientifique, parce que c'est aussi l'ADN de la droite. Est-ce que vous me permettez de faire une autre lecture ? Bien sûr. Où je me dis, Madame Pécresse, elle pense au deuxième tour, et si elle critique Zemmour et Marine Le Pen, elle se prive d'un électorat potentiel et nécessaire pour le deuxième tour. Je ne crois pas à ça du tout, moi. Je pense qu'en réalité, le deuxième tour, c'est une sorte de remise à zéro des compteurs. Les électeurs qui sont à l'extrême droite et à qui on va dire, vous avez le choix entre Le Pen, entre Monsieur Macron et Madame Pécresse, je parle des électeurs de Madame Le Pen ou de Monsieur Zemmour, celui qui fasse, ils vont soit pas les voter parce que déçus, parce que etc., soit voter assez naturellement pour celui des deux qui incarne le plus les questions auxquelles on aspire du point de vue du rétablissement de l'autorité, parce qu'il y a des véritables problèmes, on le sait bien. Monsieur Macron a abandonné des pans entiers de l'autorité dans ce pays. Et sur ces sujets-là, on sait très bien qu'il faut maintenant prendre les choses en main. Je vais avoir 2 petites questions. Allez-y. Alors, la première question, vous êtes né à la politique, en gros, pour faire schématique, avec Jacques Chirac, tout comme Valérie Pécresse d'ailleurs, et à une époque où Chirac, c'était un héritier du gaullisme, on ratissait large à droite. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est plus tout à fait le cas. Rassembler la droite, c'est pas simple. Oui, mais encore une fois, je rappelle qu'à l'époque du début de Jacques Chirac, il n'y avait pas l'extrême droite qu'il y a aujourd'hui. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut bien reconnaître que la droite, et c'est aussi... Ça n'a pas fait le boulot. Elle n'a pas fait ce pourquoi elle avait été élue. Mais sinon, on n'en serait pas là. Mais écoutez, je me souviens d'avoir participé au débat de la primaire en 2016. C'était pas du tout pour gagner. Ils m'avaient tous simplement, ils m'avaient laissé pour mort. Donc je voulais juste leur dire que j'étais encore vivant pour quelques-uns d'entre eux. Donc j'étais sur le plateau. Et je l'ai dit.
j'ai dit l'une des raisons pour lesquelles je crois que c'est utile de faire entendre ma voix, c'est de dire que je fais partie de ceux qui avaient, en 2007, l'espoir qu'on allait faire, dès lors que le terrain avait été préparé comme il l'avait été par Jacques Chirac, qui avait rétabli les niveaux en matière de sécurité, de défense, de régalien en général, lancé une grande politique de banlieue avec Borloo, etc. On était prêt à transformer l'essai. Et puis malheureusement, pour toute une série de raisons, on a déçu. Arrive François Hollande, et là c'est alors pour le coup 5 années très difficiles, où se sont accumulés les échecs de politique publique, ce qu'on pouvait redouter. Et je me suis dit, arrivant à M. Macron, peut-être que justement, il va y avoir une nouvelle dynamique. J'avais même dit, c'est le président de droite qu'on n'attendait plus. Oui. Et puis patatras, tout s'est cassé la figure. Voilà, Mais donc en si vous avez réalité, une ça question, fait des madame, années et des elle doit années être très brève de et regrets. très fermée, parce que la réponse doit être très fermée. Alors, elle est très fermée. brève aussi. Ah, j'aime pas les questions fermées, moi. Ouais. C'est simple. Si jamais Mme Pécresse perd, c'est fini pour LR. Ah, c'est carrément très fermé, ça. Oui, c'est même limite un peu sombre, on va dire. Et je vous propose qu'on se retrouve après pour faire un petit peu l'exégèse du résultat de l'élection. Mais d'ici là, je vais vous dire un truc, on joue tous pour gagner. Et moi, je serais très heureux qu'elle gagne, parce que l'idée que ce pays soit dirigé par une femme à la présidence de la République, je peux vous dire que le monde entier, ils vont être bluffés. Hein. C'est Alors, donc un atout qu'elle soit femme. Bah, c'est formidable. On verra si ça joue. Mais en tout cas, vous jouez précisément gros quand même, les LR, la droite de gouvernement. Oui, parce que ça fait un certain nombre d'années. Mais là, encore plus. Qu'on joue Plus ça avec va, le feu. plus ça va, plus c'est compliqué. Oui, il y a l'énorme avantage, c'est que cette fois au moins, on n'a pas à se taper les querelles d'ego et les Ouais. haines de C'est personnes. réglé. Comme C'est réglé. j'ai assez bien vécu tout ça, je peux vous dire, ça détend. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yves Merci Tréhard. Jean-François Copé. Dans un instant, Isabelle Florennes et Sophie Taillé-Polian vont parler avec vous d'un sujet que vous connaissez très bien, la rénovation des quartiers. Mais en attendant, un mot quand même sur un drame, c'est ce très jeune soldat qui a été tué au Mali. C'est, sauf erreur, le 53e depuis 2013. Ma question est assez fermée aussi. Est-ce que la France est toujours utile au Mali? Est-ce qu'on doit encore y rester? Pour l'instant, le gouvernement reformate, si je puis dire, mais reste et dit oui, et répond oui à cette question. Écoutez, d'abord, il se trouve que je sais exactement à quel endroit les choses sont passées. Je me suis moi-même rendu, j'ai passé plusieurs jours avec Barkhane, à l'époque où j'étais parlementaire. Et donc j'ai vécu de très près les conditions dans lesquelles nos soldats exercent leur mission avec un courage incroyable, que ce soit d'ailleurs à Gao, à Tombouctou, encore pour quelques temps, ils ont évacué, mais également à Niamey, la base aérienne. C'est évidemment pour nous un dilemme terrible, parce que ce qui est en train de se passer, on l'a vu il n'y a pas très longtemps en Afghanistan, et on le voit maintenant au Mali, c'est la question centrale de savoir est-ce que les puissances occidentales peuvent encore continuer d'intervenir pour à la fois la défense de nos valeurs et puis aussi les intérêts sécuritaires de nos propres pays. Ce sujet, il est d'autant plus douloureux que l'Europe n'a jamais assumé de venir en renfort autrement que de manière ponctuelle, logistique ou sur tel ou tel sujet. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et si nous devions nous inquiéter d'une chose, à la lumière de l'histoire de l'Europe, et notamment de celle du XXe siècle, c'est de nous dire comment est-ce que ce projet politique extraordinaire de paix qu'a été l'Europe n'a pas pu se compléter par un projet de défense commune. Et ce sujet, finalement, c'est probablement notre plus grand échec. Donc, vous ne répondez pas vraiment à ma Je peux pas y question répondre, parce que qu'en c'est trop réalité, vous compliqué. comprenez bien que derrière tout ça, on ne peut pas du jour Bien au lendemain sûr. imaginer de quitter le Mali avec l'investissement qui a été le nôtre et le risque aujourd'hui djihadiste tel qu'il est. Mais en tout cas, c'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces forces qui sont sur place Absolument. dans des conditions que nous rappellent cette mort très compliquée et parfois au péril de leur vie. Nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Florennes, députée Modem et démocrate apparentée des Hauts-de-Seine. Bonsoir madame. Bonsoir. Et Sophie Taillé-Polian, sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Un thème commun pour vous, Bonsoir. c'est la rénovation des quartiers. C'est vrai que c'est un sujet qui vous est associé parce qu'à Meaux, vous dites avoir travaillé depuis des années et réussi un certain nombre d'opérations. Mixité sociale. Vous voulez commencer, madame la sénatrice? Allez-y. Bah écoutez, oui, ce qu'on observe quand même, c'est le bilan de Madame Pécresse. Et moi, je suis très étonnée de ces déclarations de principe parce que ce qu'on a observé en Île-de-France, c'est quand même aujourd'hui 1,2 million de personnes qui sont mal logées et une réduction de l'investissement de la région sur les questions de logement des jeunes, en rue, logement en général. Donc les belles déclarations d'intention, c'est forcément extraordinaire, mais quand on regarde la réalité, je crois que le bilan de Madame Pécresse en Île-de-France, c'est pas celui que veulent les Français.
Madame Floren, vous, votre interpellation, elle porte sur quoi? Et puis Jean-François vous répondra. Sur la question du logement, moi, je rejoins Valérie Pécresse quand elle dit elle veut plus de ghetto urbain. Et on peut être, quand on est homme politique ou femme politique responsable, que d'accord sur la résorption des ghettos. Moi-même, je suis élue dans une circonscription où une ville comme Nanterre, il y a plus de 50% de logements sociaux avec des quartiers uniquement composés de logements sociaux. On connaît le phénomène. Moi, la question au-delà de ça, c'est qu'on sait que, par exemple, dans notre région, dans certaines de nos villes, il y a un manque criant de logements. Donc, comment fait-on, surtout pour construire du logement dans les zones tendues que vous connaissez bien? Comment on fait concrètement, au-delà même des mots, pour trouver des solutions? Bon, d'abord, je voudrais vous dire, c'est un sujet qui, à mon sens, ne devrait pas être présenté avec une vision, pardon, ne prenez pas mal, mais militante. Je vous vois taper bille en tête sur Valérie. C'est pas notre sujet. Enfin, quand on est maire, notre problème n'est pas de savoir qui est gentil, qui est méchant, qui est de gauche, qui est de droite. C'est d'essayer de trouver des solutions. Et en fait, il se trouve que j'ai expérimenté avec d'autres une politique publique dont je peux dire aujourd'hui sans hésitation qu'elle a marché. Et moi, mon seul but dans la vie, c'est de partager ça avec d'autres collègues qui ont peut-être envie de le faire ou qui ont à traiter ces problèmes dans leur ville, en ayant absolument, en mettant de côté complètement ces histoires d'étiquettes politiques. Vous savez, moi, j'ai moi-même été très militant en d'autres temps, mais je suis plus là-dedans. Et c'est pas la faute de... Cherchez pas à dire c'est Madame Pécresse ou Monsieur Dupont, c'est pas notre sujet. C'est quand même le projet de Madame Pécresse que vous défendez. Oui, mais bien sûr. Et elle se présente à une élection, donc... Mais si vous le permettez... Je pense que quand même, c'est un peu le sujet. Peut-être, ça vaut la peine de rentrer un peu dans le détail. Qu'est-ce que j'ai fait à Meaux? Et comme elle connaît bien ce sujet, pour l'avoir beaucoup accompagnée en tant que présidente de région, on en a beaucoup parlé et elle l'a partagé avec moi. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avions 56% de logements sociaux à Meaux, ville de 55 000 habitants, 50 000 à l'époque, elle est plus maintenant, 56%, dont 100% sur la moitié de la ville. Les plans Le Corbusier avaient conduit dans les années 60 à construire 20 tours, même des caravelles, c'est-à-dire des bars reliés à une colonne centrale avec l'ascenseur qui s'arrête tous les 3 étages, 170 logements, des situations qui favorisaient évidemment toutes les formes de violence, d'impunité, d'impuissance des pouvoirs publics. Et quand je suis arrivé à Meaux, tout jeune élu, dans un climat où on voyait des gosses avec des rites initiatiques où ils brûlaient des voitures devant les caïds et la police nationale incapable d'intervenir faute de moyens, moi qui avais été élevé au culte de l'État infaillible, et même accessoirement de l'ENA infaillible d'ailleurs, je me suis dit, mais attends, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres. Et notamment Roland Castro, plus proche de votre bord que du mien, qui est venu voir, parce qu'on avait été aux États-Unis, voir les Empowerment Zones américaines. Et il m'a dit, mais attends, je cherche pas, il faut casser. Et de là, je me suis dit, je vais casser les tours pour mettre à la place des immeubles de 4 étages. On va faire de la mixité sociale, c'est-à-dire des logements sociaux et de l'accession à la propriété. On va mettre une police municipale armée avec des caméras dans tous les quartiers. On va y ajouter des établissements culturels, des parcs, là où il n'y avait que du béton et des tours. Les dealers n'auront plus du tout le même accès, parce que là, il y a de la place. C'est tout l'inverse du film Bac Nord. Dans Bac Nord, vous avez la forteresse, là, le château, dans lequel on ne peut pas rentrer quand on est policier, parce qu'il y a des dealers partout. Et quand vous arrivez à créer cette dynamique, vous avez les mêmes habitants, mais vous donnez de l'espérance. Vous avez des gens qui peuvent devenir propriétaires de leur appartement. Vous avez des gens qui n'ont plus peur de laisser leurs enfants jouer dans les rues. Vous avez une intervention de police municipale. Dès qu'il y a un problème, vous n'avez plus la même ville. Et croyez-moi, j'ai vu que ça marchait. Et je me dis, sur ce sujet-là, ça vaut peut-être la peine d'essayer. Et toutes les villes qui ne l'ont pas fait sont aujourd'hui en difficulté. Ça vaut la peine de le regarder. Vous n'avez rien à dire? Aussi, tant de choses à dire, Monsieur Copé. Vous apprenez un air doux et je dirais plein de sagesse. Mais la question que je vous pose, c'est qu'aujourd'hui, quand Valérie Pécresse, en Île-de-France, dit « Je ne subventionne plus les logements sociaux dans les villes où il y a plus de 30%. » Mais qu'elle ne met aucunement en situation les autres villes, celles qui ne répondent à aucun critère, d'en construire, eh bien ça veut dire que les gens qui sont mal logés aujourd'hui, vous ne leur donnez aucune solution. Alors peut-être que la situation est meilleure ici ou là, peut-être aussi qu'on pourrait parler des nombreux ghettos de riches qui existent dans notre région, parce que c'est vrai qu'on en connaît et ça ne pose de problème à personne. Mais aujourd'hui, la question que nous devons résoudre, c'est celle de donner un toit à toutes celles et ceux qui en ont besoin.
Et aujourd'hui, dans notre pays, c'est une question fondamentale. En outre, j'ajoute que Mme Pécresse, en Île-de-France, a réduit à portion congrue toutes les subventions pour les rénovations thermiques. Aujourd'hui, en Île-de-France, si on avait poursuivi la trajectoire précédente, on n'aurait plus de passoires thermiques. Et aujourd'hui, il en reste des milliers, des milliers, des milliers. Donc peut-être que vous êtes fiers et contents, peut-être que Mme Pécresse aussi, mais les problèmes réels dans cette région qu'elle a dirigée, et elle veut faire la politique de la preuve quelque part avec son bilan régional, démontrent qu'on est vraiment à côté de la plaque. Moi, Allez-y. Oui, allez-y. Oui, alors allez-y en direct, et puis après Non, Mme Floren, parce que vous n'avez pas répondu à la question de Mme Floren. En vous écoutant, je fais objectivement beaucoup moins de débats politiques qu'avant, et c'est vrai que je me dis que j'ai plus envie de ça. En fait, je vous le dis amicalement, j'ai plus envie de ça, parce que le coup des ghettos de riches. D'abord, le mot ghetto est un mot qui est épouvantable, qui Madame nous l'a employé, ça ne nous a pas critiqué. Non, moi je reprends le programme de Quand vous racontez les dealers, etc., vous n'êtes pas du tout en train de parler avec ce type de vocabulaire. Pardonnez-moi. Mais non, mais honnêtement, ok. C'est pas mon point. Mon point, c'est Valérie Pécresse, en tant que présidente de région, moi j'ai vu quelqu'un qui a passé l'essentiel de son temps depuis qu'elle est élue à trouver des solutions pour nous aider, nous les maires. Qu'on soit d'ailleurs de gauche ou de droite ou de peu importe. Elle a essayé à chaque fois de nous aider en subventionnant, en apportant des concours sur des problèmes que nous avions à traiter. Les présidents de région ne sont pas en prise directe sur les sujets. Ils sont là pour accompagner les projets des agglomérations. Et moi, je vois bien ce qu'il y avait avant et ce que j'ai trouvé après, depuis qu'elle est présidente de région. Alors, personne fait tout parfaitement bien, mais vous êtes dans une approche où il faut absolument la défoncer dans tous les sens. Tout ce qu'elle a fait est très mal. C'est pas ça. On parle du logement. Mais oui, mais en matière de logement, c'est pas les régions qui sont compétentes, madame, enfin. Elles apportent des financements. Oui, elles apportent des financements, mais elles apportent des financements, mais sur la base de ce que font les maires. C'est les maires qui font les PLU. Alors écoutez, il faut pas se raconter n'importe quoi. Quand un maire décide de ne faire que du logement social dans sa ville, il n'a pas la même ville à la fin que quand il le fait moins. Et c'est pas une question de ghetto de riches ou de pauvres. Une question précise, justement, c'est Valérie Pécresse qui parle de ghetto quand même, dans son programme. J'ai repris le programme. Mais c'est le mot ghetto de riche qui me va pas. Le terme. Elle utilise le terme. Mais non, mais c'est pas ghetto de qu'elle veut mais non, mais moi je rentre pas dans cette lutte parce que je suis d'accord avec vous que la question du logement, elle doit dépasser les clivages et que là-dessus, on sait très bien que les maires sont aux premières loges pour façonner leur ville et faire ce travail. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Et je suis une élue locale et je sais que c'est important. Maintenant, la question, c'est la loi SRU, cette fameuse loi, dont on voit qu'elle revient dans chaque débat, et là encore dans la loi 3DS, nous l'avons vu. Et là, je voudrais connaître la position finalement de votre parti parce qu'on voit régulièrement des députés, des maires venir nous voir en demandant des gros assouplissements sur cette loi, finalement qui impose quand même 25% et qui pour nous est fondamental parce que ça permet ce renouvellement urbain et cette mixité. Qu'est-ce que vous en ferez de cette loi ? Bon, enfin, d'abord, moi, comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis plus parlementaire et donc un peu loin de tous ces débats. Vous êtes conseiller spécial sur ces questions quand même auprès de Valérie Pécresse. C'est pas moi qui vote la loi. Mais en revanche, ce à quoi on réfléchit en réalité, c'est d'essayer d'être pragmatique. Moi, je suis maire d'une ville où nous avons aujourd'hui encore 40% de logements sociaux, donc on est très loin de toutes ces problématiques. Il y a des villes qui, historiquement, ont un niveau de logement social important, dont l'objectif est de faire que ces logements sociaux soient de qualité. Parce que contrairement à toutes les sornettes qu'on peut raconter, c'est pas parce que quelqu'un est dans un logement social qu'il est condamné à ce que ce soit des logements sociaux qui soient moches, indignes, etc. Donc moi, systématiquement, en cassant les tours, je propose à la place des logements neufs dans des immeubles qui sont reconstruits à la place. Bon, dans les villes qui sont carencées, c'est-à-dire qui ont très peu de logements sociaux, il faut naturellement que soit ils payent, et c'est ce qu'ils font, puisque c'est ce qui est prévu, mais que surtout ils montent en puissance progressivement. Moi, mon seul point, c'est que je me mets à leur place. Est-ce que vous êtes ou non pour un assouplissement de la coercition sur ce sujet ? Il faut que l'on assouplisse les calendriers, mais ensuite il faut que les objectifs soient tenus. Ça veut dire que ça se fasse de façon un rythme un peu plus lent. Ça dépend aussi de la richesse fiscale de la ville. Voilà. Ouais. Après, personne ne pense à droite à renoncer ou à abolir les niveaux de la loi SRU. Après, c'est à la marge. On est tous d'accord qu'il en faut.
faut, et je n'ai jamais entendu Valérie Pécresse dire autre chose. Ce que Valérie Pécresse dit, c'est qu'il ne faut pas que dans un même quartier, il y ait un niveau trop élevé de logements sociaux. Elle a raison. On a tous fait ça. On est tous d'accord là-dessus. La dernière question, vous savez, entre nous, historiquement, vous appartenez à un parti politique qui, pendant très longtemps, était tout à fait à l'aise avec les valeurs de droite. Bon, après, il y a des choses, des calculs moi, j'ai toujours été centriste au MoDem. On a depuis quelques années, déjà 2002, on s'est éloigné du rapprochement avec l'UMP. On ne va pas se rappeler les histoires de François Bayrou. Oui, mais je les connais par cœur, l'histoire de François Bayrou. Mais enfin, quand on se parle en privé, on est souvent beaucoup plus d'accord qu'en désaccord. Non, mais moi, je travaille très bien avec un maire LR et je m'en porte bien. Mais sur les projets locaux, on peut se retrouver. Mais sur les grandes politiques, telles que la politique du logement, ça mérite de trouver des accords et d'avoir des pensées, je trouve, claires. Donc, j'ai entendu. Bien sûr, mais elle a toujours été très claire, Valérie Pécresse, là-dessus. Alors, Isabelle Florennes, votre carte blanche. Oui. Alors moi, j'ai travaillé à la demande de Richard Ferrand et d'un certain nombre de mes collègues sur la question de l'abstention. Suite aux dernières élections locales, les taux d'abstention ont explosé, notamment chez les jeunes. Et nous avons travaillé, et le MoDem et le groupe MoDem en particulier, sur ces questions depuis de longues années, pour trouver des solutions. Donc on ne peut pas se satisfaire des taux actuels et qui augmentent depuis 40 ans. Et même encore, ce qui est annoncé dans les dernières enquêtes d'opinion ne sont pas franchement réjouissants pour les prochaines élections présidentielles ni législatives. Donc on a fait des propositions assez concrètes sur l'expérimentation du vote par correspondance, du vote par anticipation, du développement d'outils nouveaux, de vote par anticipation à l'urne aussi, du vote électronique. C'est de l'expérimentation qu'on souhaiterait. On va présenter une niche parlementaire le 3 février prochain. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, en tant que maire et conseiller de Madame Pécresse, de ces sujets. Eh bien, j'ai lu vos travaux avec beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'il y a des choses très originales. Ça nous change de l'éternel débat de la proportionnelle. Et c'est des approches qui donnent, je trouve, un regard extrêmement moderne sur l'usage du droit de vote. Ça règle pas tout, mais je trouve que c'est pas normal que dans une société moderne, où aujourd'hui nous mettons du numérique dans de très nombreuses pratiques, on n'assume pas plus naturellement le vote électronique. Même le vote par anticipation, je trouve que c'est une vraie bonne idée, ça se pratique ailleurs, je trouve que c'est des choses qui sont très intéressantes. Après, il ne faut pas se raconter d'histoire. La vraie question de fond, vous l'avez posée d'ailleurs dans votre rapport, c'est qu'est-ce qui fait que les gens votent moins qu'avant? Bon, eh bien, je pense que les gens votent moins qu'avant parce qu'on a tellement, y compris les responsables politiques eux-mêmes, renoncé à l'obligation de résultat comme un marqueur, tellement déprécié la fonction politique, à force de se mettre de la cendre sur la figure, on s'est tellement excusé de tout ce qu'on faisait que les gens se sont dit, s'ils s'excusent de ce qu'ils font, c'est peut-être pas la peine qu'on s'intéresse tant que ça à eux. Et comme on a relativisé la parole politique, qui fait qu'aujourd'hui, quelles que soient les opinions que vous défendez, ou que nous défendons, à travers des sensibilités qui sont les nôtres, on est des responsables politiques. On nous met quand même sur le même plan que des gens qui n'ont jamais fait de politique de leur vie, ou qui viennent en faire une heure quand ils sont invités sur un plateau, et dont on dit en gros, leur avis c'est le même que celui d'un responsable politique qui a passé du temps sur des dossiers à travailler. On ne fait pas ça pour d'autres métiers, On n'a jamais dit d'un professeur qu'il enseignait, qu'on pouvait enseigner aussi bien que lui, d'un médecin qui pouvait soigner aussi bien que lui. Il y a beaucoup d'institutions qui connaissent le même phénomène de dépréciation collective. Mais reconnaissons quand même que la Palme d'Or revient souvent dans un petit... Et les journalistes. Et le vote obligatoire. Je ne vais pas aggraver mon cas, mais les journalistes... Non, mais vous pouvez y aller. Concernant les enseignants, ils ont eu beaucoup à subir aussi. Non, mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se remettre en cause. Ça veut dire simplement que quand on fait des études pour travailler sur un métier donné, quel que soit le métier, on a une compétence. Alors, on n'a pas l'omnicompétence, mais on a une compétence. Et donc, il faut l'assumer et ne pas nous mettre systématiquement au même plan que d'autres qui forcément n'ont pas travaillé ces sujets et en parlent un peu à l'emporte-pièce. Alors là, on est dans la dimension culturelle, mais sur les outils, lequel vous intéresse le plus? Écoutez, moi, je vous ai dit, je les ai regardés. Je trouve que c'est le bouquet d'ensemble qui est intéressant. C'est-à-dire que imaginez d'autres manières de pouvoir voter par le vote électronique, qui est quand même un truc de base, cette idée d'aller mettre dans l'urne, c'est sympa, c'est attachant, ça rappelle la France. Mais bon, il y a un moment, il faut peut-être trouver d'autres manières de voter. Voilà. De vous entendre. Ah, vraiment, moi je suis très convaincu. Pardonnez-moi, mais sur ce point, effectivement, il y a des outils qui pourraient rénover le vote électronique. Nous sommes pour effectivement une dose de proportionnel, la prise en compte du vote blanc, mais ça ne résoudra pas tout. On est d'accord. Et je crois effectivement qu'il y a une question fondamentale qui est la question de l'action politique. Voilà. Mais je crois aussi que autant l'investissement politique doit être effectivement respecté et pris en compte, mais on ne doit pas laisser penser que c'est un métier. Moi, ce n'est pas un métier.
métier. Je suis sénatrice depuis 4 ans, mais j'ai un métier et je le retrouverai si mon mandat n'est pas renouvelé. Et je crois que c'est très important que les élus retrouvent le lien avec la population et qu'on puisse se dire, on représente les gens et ça dure un temps. C'est pas mon point, si je peux me permettre. C'est pas mon point. C'est pour ça que c'est pas mon point, parce que, encore une fois, là-dessus, si on peut avoir un petit échange, que c'est très... Alors, du coup, on va aller très vite. On devait parler du nucléaire, mais ça va être compliqué de le faire en 3 minutes. Alors, allons-y. Écoutez, parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Et puis d'en parler à la chaîne parlementaire, quand même, c'est un privilège que nous avons. Je pense simplement la chose suivante. Quand on dit c'est un métier, ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres métiers par ailleurs. Ça veut dire que simplement on le fait de manière rigoureuse et professionnelle. Parce qu'on n'a pas, quand on est sénateur, le même niveau d'expérience que celui qui ne l'a jamais été. Vous avez à travailler la loi, vous avez à comprendre la procédure. Donc vous êtes capable d'expliquer de manière différente quand un problème arrive sur une loi, parce que vous êtes parlementaire, vous l'avez vécu. Celui qui vient vous voir et qui ne le connaît pas et qui vient vous expliquer de manière absolument certaine la vie et la vie à votre place, eh bien sachez-le, il ne le fera pas s'il rencontre un plombier qui vient lui trouver une solution parce qu'il est le professionnel, le médecin, parce qu'il y a le moment où celui qui a le savoir dans son domaine doit avoir cette reconnaissance-là. Et à force de l'abandonner, c'est exact. Ces paroles ne se valent pas. Les mandats vous rejoignez le président de la accessibles à République tous les citoyens. Et nous devons, je crois, donner le sentiment et la réalité du fait de dire que tous les mandats peuvent être exercés par tous les citoyens. C'est autre chose. Oui, mais c'est important. À condition de s'y investir, parce que effectivement, exercer un mandat, c'est une responsabilité. Ça ne se fait pas en 3 minutes. Mais je crois vraiment que c'est important parce que de ne pas laisser le sentiment qu'il s'agirait d'une caste, d'un métier à part, qu'il faudrait avoir fait bac plus non, je ne m'inscris pas. Bac plus 1 million, mais que voilà, tous les citoyens, toutes les citoyennes peuvent y concourir. Mais effectivement, c'est pas une fonction aisée. Et d'ailleurs, le test, c'est pas d'être élu. C'est d'être réélu. Parce qu'élu, c'est sur le visage, c'est sur la bonne tête, c'est sur l'étiquette politique. Il ne faut pas prendre les citoyens et les citoyennes pour des imbéciles. Il n'y a pas que le visage et la tête, je crois. Vous m'avez parfaitement compris. C'est l'étiquette politique, c'est le programme qu'on promet. Ça dépend des élections. La réélection, c'est pas la même chose. La réélection, c'est si on a réussi. Et c'est là, en réalité, le test. L'évaluation par les citoyens de l'efficacité d'un élu, on le réélit si on considère qu'il a fait ce pourquoi il avait été élu. Allez, on va poser une question par l'intermédiaire de Vincent Roux, qui va vous permettre aussi éventuellement de réagir. Vincent Roux, en direct du Figaro Live. Allez-y. Oui, Jean-François Copé, il y a un article qui fait beaucoup réagir nos internautes, une révélation, une information. C'est la fin de la sélection dans 2 lycées d'excellence parisiens, 2 lycées prestigieux, Louis le Grand et Henri IV. Jusqu'à présent, ils avaient une dérogation, ils avaient la possibilité de pouvoir sélectionner sur dossier les élèves qui voulaient entrer en seconde dans ces établissements. Et le rectorat de Paris leur a enlevé cette possibilité au nom notamment du fait de vouloir renforcer la mixité sociale et, je cite, de lisser le niveau des établissements parisiens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'a pas entendu le dernier mot, mais on a compris. Écoutez, il n'en restait plus que 2, hein. Il n'y en avait plus beaucoup qui incarnaient cette excellence française et ça a dû probablement déranger une certaine idéologie parce que l'idée c'est de pouvoir niveler vers le bas et que c'est un peu dommage. Moi je vais vous dire une chose, le vrai défi, et c'est le maire de Meaux qui vous le dit, le vrai défi, c'est pas d'empêcher une sélection à Henri IV ou à Louis le Grand par l'excellence des dossiers. C'est de voir comment on peut faire monter en puissance dans nos lycées, dans nos villes, un certain nombre de gosses qui ont du talent, qui ont envie de faire et qui ne sont pas complètement à l'aise avec un certain nombre des modèles classiques et sur lesquels on se rend compte que quand on travaille avec eux et pour eux, ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui fait la force d'une république. C'est pas de tirer vers le bas pour empêcher certains d'entrer dans des filières d'excellence, quelles que soient les conditions. C'est la passion de l'égalitarisme qui a touché l'éducation nationale. On s'excuse de tout le temps et qu'il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Et c'est le syndrome de 1793. Ça dit quoi ? Ça dit que ce pays a du mal à assumer l'excellence et que dès qu'on est un peu dans l'excellence, on est immédiatement tenté d'empêcher qu'une tête dépasse. 15 secondes.
Moi, j'ai pas lu ça dans un journal concurrent, mais par contre, ce que j'observe, c'est que quand on vit et qu'on habite en banlieue parisienne, on a accès à beaucoup moins de choix de lycée que les Parisiens et les Parisiennes. Et ça, Oui, ça, c'est vrai qu'il y a un problème faire de la d'égalité pub. d'accès, Mais mais ça, c'est on vrai. a sur nos territoires d'excellents C'est lycées qu'il faut concomitant. mettre Exactement. en La avant. pub, il y a des très bons Exactement. programmes qui existent, qui s'appellent les Cordées de la réussite, qui amènent des jeunes tous les ans vers des filières d'excellence dans les quartiers prioritaires de la ville. Et c'est excellent, il faut continuer. Et donc, il n'y a aucune Merci. raison particulière d'avoir empêché Henri IV et Louis je Grand de crois pas qu'il continuer soit de le faire cas. ce qu'ils font. Merci beaucoup Vincent d'avoir posé le débat. Bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine de toute façon dans Audition publique. Merci Jean-François Copé Merci. d'être resté 1 heure avec nous. Merci mesdames d'avoir participé. On se retrouve donc lundi prochain 19h30 sur la chaîne parlementaire. Bonne semaine à vous.